Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans notre édition de ce mercredi 26 octobre, il sera question de l'arrivée des migrants, d'un festival intercommunal, Festivart, de football avec la rencontre Bretagne de Marsan-Saint-Pierre-du-Mont, mais aussi le tirage au sort des coupes départementales. Et nous clôturerons notre journal en vous parlant de permaculture en compagnie de notre invité du jour. Beaucoup de questions se posent à propos de l'arrivée des migrants dans les Landes. Les maires des communes de Cabreton, Vieux-Boucau et Souston ainsi que le président de Max ont expliqué leur démarche de solidarité au cours d'une conférence de presse à laquelle a assisté notre journaliste. Image. Afin d'exprimer leur solidarité, les communes de Souston, Cabreton et Vieux-Boucau ont décidé d'accueillir 50 des 150 réfugiés présents sur le territoire landais en constituant ensemble un CAO ou centre d'accueil et d'orientation. Ce dispositif va fonctionner dès l'arrivée des migrants dans le courant de la semaine prochaine jusqu'au 31 mars. Pourquoi 31 mars? Parce qu'après, les hébergements qui ont été affectés sont des hébergements touristiques, et donc ils vont être affectés à l'activité touristique de chaque site. On les met dans les logements où on met les forces de sécurité l'été. Oui, nous, on est sur l'auberge de jeunesse. Voilà. Vu beaucoup sur l'auberge de jeunesse, c'est où c'est les CRS, les VNS. C'est l'endroit où on reçoit les renforts de gendarmerie l'été. Voilà, et à Souston pareil. C'est vraiment des solutions qui ne sont utilisées que partiellement l'été. Donc voilà, on trouve des solutions d'urgence. À une crise d'urgence. Je crois que les gens qu'on va accueillir sont de passage. Ils vont rester 2 mois, 3 mois. Je ne crois pas que ces gens attendent de nous qu'on soit là pour essayer, entre guillemets, de les intégrer. C'est pas ça qu'ils attendent de nous. Ce qu'ils attendent de nous, c'est un toit, c'est d'être logés, nourris. S'il faut les habiller ou compléter leur garde-robe, ce sera fait, c'est déjà prévu avec les associations. Chez nous, le secours catholique qui va s'en occuper. Mais nous, on n'est pas là pour les intégrer, parce que ce n'est pas l'objectif de leur parcours, entre guillemets, par rapport au choix qu'ils auront à faire, celui de la demande d'asile ou pas. C'est pas ça qu'ils attendent. Alors après, il y a des systèmes qui sont de notre ressort, communes, les Max, CIAS, et d'autres qui sont en charge de l'État. Nous, on a pris par convention, on a signé avec Madame de Marc, le CIAS, tout ce qui est la vie de tous les jours. Les vêtements, l'accueil, les trucs de toilette, voilà. Et tout ce qui est prestations qu'on pourrait appeler autres, c'est-à-dire la santé, tous le contrôle administratif des identités, l'interprétariat, tout ça, c'est le ressort de l'État. Donc on fonctionne complètement en symbiose avec l'État, chacun étant dans son rôle. Nous avons quelques problèmes de langue. Alors ça, on a vu avec l'État. Il y a un pool de traducteurs qui a été mis en place par l'État. Je crois qu'il y a une dizaine de langues. Alors on pourra faire des visioconférences, on pourra faire tout un tas de choses. Comme c'est un petit groupe, ça ne posera pas de problème particulier. On est prêt, on n'a pas de crainte particulière. Ce matin, je suis allé à la rencontre des riverains, puisqu'on avait dit aussi qu'il était normal que les riverains soient informés de l'arrivée de ces personnes-là. Et très honnêtement, je n'ai ressenti aucune inquiétude et aucune crainte. Cueillir 50 personnes dans les Landes, honnêtement, vers Souston, vers Vieux-Boucau et 10 à Cabreton, c'est pas. Voilà. Nous, l'été, les campings, on passe tous à 25 ou 30 000 personnes, 10 ou 20 de plus. On va trouver des solutions. Les associations caritatives sont sur le pont. Bon, merci à tous. Et voilà. Une première ce week-end pour 4 communes de Max. C'est la première édition de Festivart, un événement intercommunal culturel qui a rassemblé de nombreux artistes de tous horizons dans différents lieux. Regardez.
Samedi matin, les artistes aux techniques et aux univers très différents ont commencé à installer leurs œuvres et à investir les bourgs de Molietz, Azur, Messanges et Vieux-Boucau, 4 communes qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui se sont une nouvelle fois entendues pour organiser le Festiart, imaginé par Muriel Multot, maire de Molietz-Séma. Ça aurait été plus facile de faire sur Molietz, c'est sûr, mais comme je suis petite, j'ai vu grand. Je trouvais que les 4 communes, en fait, on s'entend super bien, déjà les 4 maires. Et au niveau de l'art, je pense qu'on a un peu tous la même vision, et avec les élus aussi. Donc ça paraissait évident pour faire vraiment un gros événement qui pouvait paraître très très gros pour la première, mais je pense que c'était essentiel de le faire pour 4 communes. Ouais. Le projet a séduit autant les municipalités des communes concernées que les 150 artistes peintres, photographes et sculpteurs qui ont répondu présents. Il n'y a pas beaucoup d'événements dans le coin, donc, et puis là c'est un assez gros événement, ce qui motive de venir. Enfin en plus à Vieux-Boucau, il y a plein de monde qui passe, c'est agréable. Je viens de Pézenas et j'ai vu sur Facebook, dans le groupe où je suis des artistes singuliers, l'appel de Muriel. Et ça m'a touchée, je me suis dit, mais comment elle peut, en organisant une merveille pareille, ne pas avoir autant d'artistes? Donc j'ai répondu tout de suite et j'ai fait appel à mes amis artistes dans ma région pour qu'on vienne, et on est venus, on est une douzaine finalement, qui venons de l'Hérault. Et je me reconnais là-dedans parce qu'il y a une vingtaine d'années, j'avais monté une association qui était une galerie itinérante. On avait un petit chapiteau et on se promenait, et les artistes qui étaient dans le coin venaient exposer. Et il y avait aussi des conteurs, et il y avait des musiciens, et il y avait des jongleurs, et ce côté l'art ouvert à tous, je trouve ça extraordinaire. Rendre l'art plus populaire et plus accessible, tel est le but de ce festival. Quand on a ouvert la galerie d'art, je voyais que certaines personnes n'osaient pas pousser la porte, et donc je me suis dit qu'il fallait envahir le domaine public pour que tout le monde ait accès à la culture. Et c'est pour ça que c'est en extérieur, qu'il n'y a pas de tonnelle pour les artistes, et que voilà, tout le monde est à vue. Organiser une exposition en extérieur sur 2 jours et 4 communes fin octobre, le pari pouvait sembler risqué, mais le soleil était de la partie pour ce premier rendez-vous fixé hors saison estivale, mais pendant les vacances scolaires. Moi qui suis responsable du tourisme et qui suis un adepte des ailes de saison et du travail qu'on peut faire sur les ailes de saison, je suis ravi évidemment qu'il y ait des manifestations de ce type et qui permettent de prolonger les saisons et de faire venir les gens sur notre beau territoire en dehors de la période estivale. Ce premier Festiart, qui semble avoir réjoui exposants et visiteurs, devrait connaître une seconde édition l'an prochain. Bretagne de Marsan contre Saint-Pierre-du-Mont. Telle était la rencontre du 6e tour de la Coupe d'Aquitaine. Un match important pour rester dans la course et avec à la clé une victoire certaine pour un club landais. Mais lequel? Réponse en image. Pour le 6e tour de la Coupe d'Aquitaine, les Bretons de Bretagne de Marsan recevaient leurs voisins de Saint-Pierre-du-Mont. Nous, on était venus pour confirmer un petit peu notre bon début de saison, malgré l'accident, puisque certains en doutaient de la semaine dernière en championnat. Les Saint-Pierrois prennent l'avantage en inscrivant un but dès les premières minutes de match. Une première mi-temps de qualité, dans la même lignée que la semaine dernière. Dans l'utilisation du ballon, le sérieux du groupe, on a retrouvé le même état d'esprit et la même envie. On s'est rendu à tâche facile en marquant un but en début de match. Donc après c'était forcément plus facile pour nous. On a joué contre une bonne équipe de Bretagne qu'on connaissait, on se connaît tous les joueurs dans un bon état d'esprit. Après un second but inscrit à la fin de la première période, Saint-Pierre-du-Mont remporte la première mi-temps 2-0. Même si la seconde mi-temps est plus difficile pour les deux équipes, les Oranges continuent de dominer le match. Les efforts des Bretons ne suffiront pas à rattraper le score. Avec un autre but pour les Saint-Pierrois, le match s'achève avec 3-0 et Bretagne de Marsan se doit de quitter la Ligue d'Aquitaine. À la deuxième mi-temps, physiquement, c'était un peu plus dur pour nous. Ils sont plus habitués à jouer des matchs comme ça. Donc, mais bon, je suis content de l'équipe, on s'est bien battus tous ensemble et on a donné une belle image du club. C'était compliqué, sachant qu'on a fait tourner l'effectif, on a fait rentrer les jeunes. Après, l'objectif, c'était de faire un bon match. Et du coup, maintenant, on va se concentrer pour le championnat contre Morin, qui est un match assez décisif. Une deuxième mi-temps où ça a été un peu plus difficile, sachant que lorsqu'on mène au score, c'est jamais jamais facile de pouvoir avancer et d'avoir une constance sur 90 minutes. Mais bon, félicitations aux joueurs, on ne prend pas de but, on en marque 3, donc c'est important.
Disons qu'on essaye de rester concentré, on fait le maximum, on est sur le terrain, peu importe l'adversaire, c'est pour jouer. Et si la concentration elle s'en va, il y a des erreurs techniques, on prend moins de plaisir, donc forcément c'est plus compliqué. Donc même si à la fin on commence à être un peu fatigué, on a essayé d'être rigoureux, de suivre le plan de jeu que le coach a donné. Et aujourd'hui ça nous a réussi et j'espère que ça sera la même chose les prochains week-ends. C'était un match assez difficile contre une équipe de 3 divisions en dessus, mais bon, c'est bien battu. Bretagne a essayé de poser son jeu aussi. Donc nous, on a réussi à passer cet obstacle en espérant encore faire progresser le groupe et les joueurs et avoir une dynamique positive sur cette saison. Bon, on avait sorti déjà des belles équipes en Coupe de France, donc on savait à quoi s'attendre. Après, maintenant c'est fait, c'est passé. On va se concentrer les mercredis. Bon, la victoire, la logique est respectée, et bravo à eux. Et nous, on continue notre route, c'était l'objectif. On va falloir recharger les batteries pour continuer sur cette dynamique et cet état d'esprit. Chaque année est organisé par le district des Landes de football le tirage au sort des coupes départementales. Un tirage qui marque l'entrée en lice des clubs de niveau régional pour les 16e finales de la Coupe des Landes. Un tirage surprenant à redécouvrir dans ce reportage avec la rencontre d'une invitée d'honneur, Margot Aimé. Après la signature de la convention de partenariat avec l'entreprise vousfinancez.com, le district des Landes a procédé au tirage au sort des coupes départementales. Alors ce soir nous avons eu plusieurs tirages au sort, la coupe des réserves, la coupe intersport et puis le tirage de la coupe des Landes qui est l'épreuve la plus prestigieuse du football landais et de belles affiches sont sorties de ce tirage avec notamment l'opposition entre Tartas et Biscarrosse et on peut aussi noter le très joli derby du pays d'Aqua qui va opposer le Saint-Paul Sport à la JA Dax. Ainsi que quelques affiches déséquilibrées avec cette entrée de ces clubs de niveau régional face aux équipes départementales. C'est la magie de la Coupe des Landes, hein. On a des petits qui rencontrent des gros entre guillemets. Et là on a eu la belle surprise pour le club de Rion qui va avoir la chance de recevoir l'équipe phare du département. Alors certes c'est la réserve mais le Stade Montois et tout le prestige auquel on associe se présentera à Rion le 13 novembre pour ce 16e de finale. A noter aussi le déplacement de Saint-Pierre-du-Mont, le tenant du titre, qui s'est brillamment imposé l'année dernière devant près de 3000 spectateurs à l'Argenté. Saint-Pierre-du-Mont se déplacera à la Benne, là aussi une belle affiche. Et après on peut également noter l'opposition entre Saint-Vincent qui recevra le Stade Igosset, équipe de R3, alors que Saint-Vincent évolue en D2. Une nouveauté cette année avec la réapparition des prolongations et des tirs au but. Les prolongations sont réintroduites, c'était plus le cas depuis quelques années. Là les prolongations sont réintroduites et à l'issue des prolongations, si on est toujours à égalité, on passera à la séance de tir au but, comme ça se fait d'ailleurs au plus haut niveau. Un tirage effectué par une invitée d'honneur, Margot Aimé, ancienne joueuse de Dax, qui évolue aujourd'hui sous les couleurs des Girondins de Bordeaux. Ça fait très plaisir de revenir un petit peu aux sources. Moi, c'est des gens que j'ai côtoyés quand j'étais plus jeune, des dirigeants, des éducateurs, même j'ai reconnu quelqu'un avec qui je me suis formée au BE, brevet d'État. Donc ça fait super plaisir. J'ai été super bien accueillie et ça fait du bien de représenter, c'est plaisant de représenter sa région. C'est-à-dire que j'ai commencé avec Dax, donc au niveau dans les Landes. Après je suis partie donc, pour les études sur Bordeaux. De là, il me fallait me trouver un club qui correspondait un petit peu à mes attentes par rapport au niveau de jeu. Blanquefort correspondait à ses attentes. De là, c'est fait la fusion avec les Girondins de Bordeaux. Donc c'est vraiment une chance. Et voilà. Des rencontres qui seront donc à suivre tout le long de cette saison, à partir du 12 novembre jusqu'au final prévu à la fin du mois de mai. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie d'un maraîchar d'agriculture biologique, monsieur Jean-Michel Mauresmo. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler aujourd'hui de permaculture. Mais qu'est-ce donc la permaculture ? La permaculture, c'est une façon de vivre, en particulier au jardin, mais aussi dans toute sa vie, c'est une culture. On peut dire que c'est faire avec la nature et pas contre la nature. D'accord. Aujourd'hui, on va se restreindre au jardin. Et vous allez d'abord nous expliquer la différence qu'il peut y avoir entre la permaculture, qui n'est pas encore très connue, et le bio, l'agriculture biologique.
L'agriculture biologique répond à un cahier des charges. On peut faire de l'agriculture biologique avec des intrants conventionnels autorisés en bio. C'est-à-dire par exemple, des amendements organiques. Une régulation des animaux qui peuvent gêner l'agriculture avec des pièges à phéromones ou des choses comme ça. Voilà. On peut faire de l'agriculture bio sur des centaines d'hectares. Voilà. Aujourd'hui, la permaculture, c'est plus proche d'une façon de voir le bio en termes de petites structures maraîchères visant à un commerce local, équitable, en équilibre avec son environnement. Et vous, pourquoi êtes-vous venu à la permaculture en fin de compte? Quel est votre parcours et pourquoi venir à la permaculture? Certaines personnes disent que la permaculture, c'est très scientifique. Moi, je suis un scientifique, donc ça m'a attiré déjà de premier abord. Ensuite, je suis traditionnel. Donc, ce qui m'intéresse dans la permaculture, c'est que ça s'inspire et ça s'appuie sur le savoir des anciens. Donc, je reproduis un peu les gestes de mon père et de mon grand-père. Voilà. Qu'est-ce qui m'a amené à la permaculture? Eh bien, l'urgence, peut-être aussi. Que passer du salon au terrain, c'est nettement mieux. Voilà. Aujourd'hui, il y a urgence, on le sait tous maintenant, il y a urgence climatique, mais aussi sociale, économique. Et la permaculture, c'est une bonne nouvelle. Voilà. On est bientôt au 1er novembre, il y a une bonne nouvelle qui est Toussaint. Eh bien, la permaculture, c'est la bonne nouvelle au jardin, c'est la bonne nouvelle pour la planète. Alors vous nous avez parlé pour l'agriculture biologique de grands hectares, de grandes exploitations. La vôtre, elle n'est pas énorme. Voilà, c'est un tout petit jardin. Il fait 800 mètres carrés. Et sur ces 800 mètres carrés, je suis au canon de la permaculture, puisque aujourd'hui, la ferme modèle, qui est la ferme du Bec et Loin, en Normandie, où Hervé et Perrine Gruyé vivent avec un SMIC horaire, bien sûr, large, mais un SMIC quand même, sur 1000 mètres carrés. C'est une démonstration qu'ils ont faite au cours des ans. Et donc, ils dégagent un revenu simplement sur 1000 mètres carrés. Bon. Et vous avez décidé de cultiver des espèces ou c'est venu comme ça? Aujourd'hui, la permaculture, elle est très pratique. C'est pas quelque chose d'éthéré, quelque chose de... Voilà. Ce qu'on a aujourd'hui en objectif, qu'on soit permaculteur, débutant ou chevronné, en fait, c'est de pouvoir se nourrir sa famille, et au-delà de ça, de nourrir 5-6 copains, d'alimenter un marché local, de pourvoir au nécessaire, et donc avec toutes sortes de fruits et de légumes. Donc plusieurs espèces. Vous avez décidé de nourrir votre famille, mais aussi d'essayer d'avoir un revenu comme la ferme des Loins en Normandie. Comme la ferme du Bec et Loin, voilà. Aujourd'hui, j'ai une production qui m'a permis de remplir l'armoire de conserve, de piperades, d'aubergines, de confitures de figues. Voilà. L'hiver est là, ou pas encore, mais je serai bien outillé. Quand on est permaculteur, on est cuisinier alors? On est très débrouillard, il faut s'adapter. Voilà. Aujourd'hui, faire avec la nature, c'est aussi faire avec la nature humaine. C'est-à-dire qu'un jour on a des ventes, un jour on n'a pas, on fait avec. Le lendemain, on cuisine. Comment décidez-vous de mélanger vos cultures? La permaculture, c'est aussi un mode d'action. Donc aujourd'hui, c'est scientifique, mais en même temps, on essaye. Voilà. Aujourd'hui, il y a des couples, des légumes qui fonctionnent bien entre eux. Par exemple, oignons recherche carottes désespérément, c'est le titre d'un livre que j'ai acheté. Il y a des couples comme ça de plantes compagnes. Mais en même temps, on peut s'autoriser des écarts. Il y a quelques règles, mais ce qui est à privilégier, c'est ce que l'on voit dans la nature. Pas un carré de mon potager n'est vide. Pas un carré de mes allées n'est désherbé ou sarclé. La nature a repris ses droits. D'accord. Vous reprenez un petit peu la culture de nos anciens qui mélangeaient les plantes. On connaît bien le basilic ou l'œillet d'Inde avec la tomate. On connaît bien le désherbage et le paillage. On parle d'ailleurs de permaculture, en culture sur butte aussi. Voilà. Les techniques se développent partout dans le monde.
Elle s'inspire de ce qui se passe aussi bien en Amérique du Sud par les civilisations anciennes, les Incas. Par exemple, on plante avec un bâton. On ne va pas planter en retournant la terre, en enfouissant des matières organiques. On va garder les horizons, les différents lits de terre, on va les garder tels quels. Donc du coup, soit on plante une graine en surface, soit la plante précédente va s'auto-planter, et donc on va bénéficier 1 mois, 2 mois, 3 mois après d'une nouvelle production, sans que l'on ait pratiquement rien fait. Vous faites quoi précisément dans votre jardin? Vous binez, vous sarclez, vous désherbez Plus rien, plus rien. C'est bien, finalement. Certains disent que la permaculture, c'est l'agriculture des feignants, mais en fait, ça ressemble à ça, et en même temps, il faut être très très attentif à ce qui se passe. Vous pouvez avoir des branches qui vont pousser spontanément et qui vont écraser un peu leur environnement, il faudra les ramener. Il faudra contenir une pousse spontanée de tomates cerises, parce que vous en avez trop. La mauvaise herbe, entre guillemets, se définit maintenant en permaculture non pas comme gênante, mais comme simplement elle dépasse vos capacités de commercialisation ou de récolte ou d'utilisation. Rien n'est inutile, mais quelquefois il y en a trop. Voilà encore une bonne nouvelle au jardin, avoir trop, c'est... Et quand il y en a trop, on fait quoi? Eh bien, je partage. Voilà. Aujourd'hui, le 3e axiome de la permaculture, c'est partager les surplus. Si j'ai accepté votre invitation, c'est pour faire part de cette bonne nouvelle, mais c'est aussi pour amener, par exemple, quelques légumes, voilà, ou quelques fruits. Là, j'ai du traditionnel, j'ai des noisettes. Bon, ça, tout le monde en a, mais les miennes commencent à être conséquentes. C'est mon père qui a planté les noisetiers, donc je suis content de pouvoir en amener. Après, j'ai fait appel à la nature. Elle m'a fourni tout cet été des arbouses. J'ai planté des arbousiers pour donner un petit peu d'arbre, pour donner un petit peu d'ombre à mon jardin. Donc j'ai plein d'arbouses, elles sont délicieuses. Et enfin, là, j'ai fait appel au savoir-faire ancien et des tribus amérindiennes. Ça, ce sont des coquerets du Pérou. Voilà, c'est délicieux aussi. Et tout ça, je dirais que c'est presque cadeau parce que j'ai pas fait grand-chose à part planter quelques minuscules graines au printemps dernier dans des petits baquets et les repiquer. Voilà, ça c'est un petit arbre qui va pousser tout seul et voilà. Et c'est ça la permaculture. D'accord. Dans la culture, il y a un petit problème, c'est l'arrosage. En permaculture, faites comment? Vous irriguez, vous arrosez, vous vous servez je suppose, de récupérateurs d'eau? Voilà. Alors aujourd'hui, oui, dans ma situation, j'ai des récupérateurs d'eau et j'ai un fourrage que j'ai utilisé de façon assez régulière, peut-être une demi-heure par jour, 1 heure par jour au maximum. Voilà. C'est une situation intermédiaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon écosystème mis en place n'est pas autonome. Le but d'une activité permacole, c'est qu'il soit autonome complètement. Sur la ferme du Bec et Loin, on va avoir inséré dans la parcelle agricole un circuit d'eau. Ce circuit d'eau va permettre de recharger les batteries du système et donc de générer en continu une alimentation à nous. Il n'arrose même plus. Chez nous, ce sera possible avec les sécheresses qui arrivent, qui sont de plus en plus fréquentes? Oui. Vous pensez pouvoir y arriver? Oui. Vous débutez, bien évidemment. Je débute, oui. Alors, le support permanent de l'humidité, c'est l'humus dans la terre. Voilà, l'humus est un complexe assez intime entre le minéral et l'organique, entre le minéral qui est donc assimilé à mort et l'organique qui est assimilé à vivant. Le tout, grâce aux petits animaux, on a quelque chose de très stable et de très avide d'eau. Donc il garde l'eau, il a en présence de champignons, cette eau est récupérable à l'extrême jusqu'à des conditions très très sèches de climat. Voilà. Bien sûr, il faut prévoir une alimentation. Dans mon cas, elle est assez facile, je suis au bord du lac, donc il suffit de générer un circuit d'eau à partir de l'eau du lac, donc il faut faire remonter un petit peu l'eau, avec un panneau solaire par exemple, c'est gratuit. D'accord. Les animaux, ce sont vos alliés, ce sont vos ennemis, il y a des nuisibles. Comment on fait pour traiter les nuisibles quand on est permaculteur? Alors, déjà, on a une philosophie de permaculteur, donc il n'y a pas de nuisibles. Aucun animal n'est nuisible? Non, ils sont juste, encore une fois, trop présents. Donc, quand il y a trop de limaces, je les ramasse, je fais du purin de limaces.
Ça fait peur aux autres parce que je répands ce purin sur mes plantes. Et donc, quelque part, les autres limaces fuient et puis il y en a moins. J'ai beaucoup de rats taupes. Eh bien, à un moment donné, je me dis, c'est vrai qu'ils me mangent quelques poireaux. Mais de l'autre côté, ils aèrent la terre. Donc, ce sont des partenaires. Enfin, j'ai des animaux partenaires et actifs, que en positif. J'ai des canards, des colverts, tout simplement, et des jeunes que je fais circuler dans les allées. Et eux, ils consomment les nuisibles qui peuvent me gêner. Alors, vous avez démarré il y a à peu près un an. Quel est le bilan de cette année écoulée? Qu'est-ce que vous en faites comme bilan? Alors, ça fait 1 an et demi à peu près. L'an dernier déjà, j'avais constaté que quand on rend la main à la nature, quand on lui laisse faire ce qu'elle veut, c'est fantastique. Donc l'an dernier, j'avais des concombres qui avaient envie de envahir toute la serre. Cette année, j'ai eu, bien sûr, comme tout le monde, des problèmes de sécheresse et tout, mais financièrement, gustativement et humainement, c'est un constat de réussite. Aujourd'hui, j'ai eu des productions qui sont tout à fait saines et normales, que j'ai pu commercialiser sur place, que j'ai pu commercialiser sur un petit marché à Souston-Plage. Et je remercie d'ailleurs à cette occasion tous les commerçants de cette zone qui sont vraiment très attentifs au bio et au commerce local. Voilà. Et pour moi, c'est une année pleine, une année vraiment entière. Et l'année prochaine, j'espère que ça sera encore mieux. On peut donc dire que la permaculture est un modèle économique viable? Oui, tout à fait. J'attendais la question, est-ce qu'on peut en vivre? Et effectivement, c'est même supplémentaire, on peut déjà vivre. Voilà. On peut, sur ses 2 pieds, on peut arriver à avoir une production, avoir une nourriture saine, à avoir des bonnes relations avec la nature, avec son environnement, avec ses clients. Voilà. Je commence à avoir des visites spontanées de touristes, de gens plus locaux, qui viennent voir un petit peu à quoi ça ressemble et qui prennent modèle sur ça pour aller un peu au-delà. Et vous, personnellement, vous souhaitez vous développer, créer des emplois à moyen ou long terme, ou rester avec les 800 mètres carrés de terrain, le permaculteur Bon, ben, depuis quelques minutes, on ne peut pas vendre la peau de l'ours, mais peut-être que l'affaire est faite. Donc j'ai 700 mètres carrés de plus à consacrer. C'est parti sous forme d'un verger. Verger, on parle de jardin-forêt. On va imaginer que c'est une culture à l'amérindienne où on a jusqu'à 7 étages de végétation en partant du sol jusqu'à la canopée des arbres. Et tous ces étages peuvent être productifs, soit en espèces comestibles, soit en espèces négociables, du bois, des teintures, etc. Donc voilà, aujourd'hui je pars sur un jardin-forêt, sur 700 mètres carrés de plus, qui nécessitera un coup de main. Et voilà, il y a plein de jeunes qui cherchent, il y a plusieurs personnes qui m'ont visité. Et tout à l'heure, je pense avoir fait affaire avec un gars, et voilà, on va faire un peu plus l'année prochaine. Donc ça veut dire, c'est pas un emploi, c'est... Vous développez. Je me développe. Marche avant, marche avant. Par contre, au niveau du consommateur, est-ce que les consommateurs, pensez-vous qu'à l'heure actuelle, ils soient prêts à ne manger que les légumes de saison, à arrêter de manger des fraises au mois de décembre, à avoir des légumes qui ne soient plus forcément calibrés, qui ne soient plus forcément dans un packaging super attractif et retrouver le goût du vrai, du simple? Alors oui, il y a un peu de tout le monde. Il y a voilà, on fait avec la nature humaine, donc je peux vous dire, il y a des gens qui n'ont pas fait affaire avec mes légumes et qui ont dit qu'ils ne sont pas jolis. Voilà, mais au moins, voilà, voilà, il y a d'autres commerçants. Pas prêts, il y a d'autres commerçants, ils n'étaient pas prêts. Et par contre, la plupart sont prêts justement à abandonner ce côté joli pour un côté gustatif, pour un côté vrai, pour un côté frais aussi. Voilà. Aujourd'hui, je fais un tabac, mais un tabac uniquement gustatif, parce qu'économiquement c'est léger, avec les aromatiques. Donc persil, basilic, plein de condiments comme ça qui font vraiment la différence sur un marché. C'est du frais, on fait sa cuisine en rentrant, on fait sa petite assiette, on fait sa petite salade, et tout ça, ça a du goût. Mais ça donne bien envie, Monsieur Mauresmo, merci. Vous allez nous dire où est-ce qu'on peut trouver votre exploitation? Eh bien, à Souston, au quartier de la Matte du Bec,
au bout d'un petit chemin très proche de la nature, au 28. Voilà, vous saurez maintenant où aller chercher vos fruits et légumes frais et gustatifs. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, passez une bonne semaine.